Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 25 août. Toute l'actualité près de chez vous, invités, décryptage, reportage, votre météo à venir et la surveillance au quotidien de la qualité de l'eau et de l'air en plein été avec des conditions bien changeantes ces tout derniers jours. Valérie Davenet, directeur de l'environnement, sera notre invitée dans un instant. Une grande page sport ce soir avec notamment du cyclisme et la Vuelta, du basket et les tout derniers matchs de préparation avant le début mercredi de l'Euro 2025 en Pologne, avec plusieurs de nos représentants monégasques impliqués dans ce grand rendez-vous estival. Puis du football avec la défaite hier soir de Monaco à Lille 1-0. Nous en profiterons d'ailleurs pour vous offrir ce soir une visite guidée à tous les étages du Stade Louis II. La beauté des fleurs en peinture, une nouvelle exposition en principauté, où en cette fin d'été vous aurez peut-être l'occasion de visiter quelques-unes des plus appréciées, comme celle consacrée à Coco Chanel, ou plus futuriste, c'est selon, avec la société monégasque Web3 Consult, qui nous présente les espaces virtuels créatifs, immersifs qu'elle propose à une clientèle d'artistes, de galeries ou d'institutions de la principauté. C'est l'un des lieux emblématiques de Monaco durant l'été, la plage du Larvoto. Entre baignade et détente, touristes et monégasques profitent de la mer Méditerranée. Alors, comment trouvent-ils la qualité de l'eau cette année? Leurs sensations, leurs ressentis? Gaëtan Lebrun et Kevin Garcia ont interrogé les baigneurs du jour. C'était super cette année, hein. C'était vraiment... je pense qu'il y avait le bon ratio de personnes, c'est bien entretenu, donc c'est super. Oh, c'est magnifique, regardez le cadre. La mer est turquoise, les installations sont formidables, donc c'est un vrai bonheur de venir ici. Nous on vient ici tous les jours, là on va à la gym, mais après on va aller faire un petit plongeon dans l'eau. Je pense qu'il y a eu énormément de travaux qui ont été faits, que ce soit les installations ici et aussi dans la mer avec les nouveaux rochers. Pour moi il n'y a vraiment rien à ajouter, c'est parfait, voilà tout simplement. Température impeccable. Et après là c'est agréable parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, on est le 24 août. Donc voilà. Il y avait moins de méduses que l'année dernière, mais elle est bien, la mer est bien. Si l'eau attire les baigneurs, la saison estivale a aussi un impact sur les restaurateurs locaux. Sexy Tacos et La Note Bleue, tous deux placés dans un endroit stratégique de la baie du Larvoto, sont revenus sur un été idyllique. La saison estivale a commencé depuis le Grand Prix avec les beaux temps. Et on a retrouvé que cette saison était complètement différente de celle de l'année dernière. Et malgré les plages ou les touristes qui étaient dans les plages assez complètes, mais les restaurants étaient légèrement plus calmes. Ça va, on a très bien travaillé nous cette année. Depuis, déjà on a eu, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un aussi beau temps depuis, on va dire fin février. Il fait beau tous les jours, il a fait chaud mais pas tant que ça cette année non plus, donc on a eu beaucoup de monde, on a très bien travaillé. Entre qualité de l'eau, affluence estivale et tourisme international, le Larvoto continue de séduire. Une saison réussie pour les vacanciers et les acteurs locaux qui espèrent prolonger cette dynamique jusqu'à la fin de l'été. Et alors que la fin des vacances est toute proche, et après la deuxième vague de chaleur, ainsi que la fréquentation estivale très importante, nous allons faire le point justement ce soir sur la qualité de l'eau et la qualité de l'air en principauté. Une surveillance, je le disais, de tous les instants tout à l'heure. Valérie Davenet est avec nous, elle est le directeur de l'environnement. Bonsoir à vous. Bonsoir. Dans cette période de l'été, il a déjà connu en tout cas 2 périodes caniculaires. Comment est l'état de notre air aujourd'hui, de notre eau aussi? Est-ce que tout va bien à Monaco? On a des réseaux de surveillance, comme vous le savez, avec un maillage sur l'ensemble du territoire. Les deux sont pas liés, évidemment, au air, mais en tout cas, le principe est le même, c'est-à-dire accumuler de la donnée à l'instant T, à court terme, à moyen terme et à long terme, et effectivement essayer de minimiser des épisodes de pollution, de connaître les sources et éventuellement d'alerter la population et de réduire les risques. La canicule, c'est ce qui est le plus inquiétant pour nous aujourd'hui. Il y a d'autres éléments comme les vents du désert par période? Il y a eu pas mal de l'année dernière et cette année. Les vents du désert, c'est un phénomène naturel finalement, mais qui amène des particules. Et effectivement, la qualité de l'air peut être impactée par l'arrivée de ces particules. Et les particules, le problème des particules, il y a d'autres composants qui sont aussi impactants sur la santé humaine dans l'air. Mais en tout cas, sur les particules, plus elles sont fines et plus elles vont pénétrer dans les poumons. Donc effectivement, sur les personnes vulnérables, fragiles, etc., il y a des précautions à prendre quand il y a
pour revenir sur les particules désertiques, ces phénomènes et ces épisodes qui nous amènent ces particules ici dans la région. Parlons de l'air justement. Depuis le début de l'été, il a été plutôt correct ou sérieusement pollué? Alors cette année, on n'a pas eu d'alerte. On mesure l'entièreté des composants à risque et qui font des normes, qui sont normés en tout cas, pour évaluer la qualité de l'air. Le plus souvent en été quand il y a des canicules, puisque vous parlez des canicules, il y a effectivement des risques de pollution à l'ozone. Cette année, on n'a pas été en alerte ou en préalerte sur l'ozone. On a frôlé les 2 semaines de canicule en juin et puis la dernière semaine, là, des taux un petit peu importants, mais qui n'étaient pas en seuil d'information. Donc, on n'a pas déclenché d'alerte. Et puis évidemment, cette période estivale, même si on arrive à la fin du mois d'août, l'eau finalement était de bonne qualité quand on sait que ailleurs, pas très loin de chez nous, je parle par exemple de Cagnes-sur-Mer, ça a été plus compliqué pour maintenir des plages ouvertes tout simplement. Oui, Monaco, nous en tout cas, nous avons un laboratoire avec des biologistes au sein de la direction de l'environnement. Nous faisons 6 prélèvements en moyenne toutes les semaines. Et vu que nous avons un laboratoire avec nos propres analyses, nous pouvons intervenir pour surveiller notamment la partie microbiologique, mais aussi les caractères physico-chimiques de l'eau de mer, et plus particulièrement sur les zones de baignade, puisque c'est là où le risque pour les baigneurs peut être, si on parle en termes de santé pour les baigneurs, je ne parle pas des écosystèmes, c'est 2 choses totalement différentes qu'on suit par ailleurs, mais qui ne sont pas liées directement. En tout cas, sur Monaco, les eaux usées sont toutes reprises dans la station d'épuration. Donc en fin de compte, le risque d'avoir des rejets comme des vallons ou des rejets sauvages ou des rejets industriels qui se déversent au niveau des zones de baignade, sur Monaco, en fait, ce risque est minime. Et c'est pour cela aussi que nos eaux de baignade sont de bonne qualité en général à Monaco. En conclusion, un fait qui est d'ordre estival, bien sûr, c'est la surpopulation, la surfréquentation. Le nombre de bateaux aussi de plus en plus nombreux, peut-être ces bateaux de croisière qui posent toujours autant de problèmes, peut-être dans l'air, avec des feux de cheminée par exemple, ou des cheminées toujours en route. J'ai vu dans d'autres ports que Monaco, qu'il y avait à chaque fois des petits conflits pour faire entrer certains bateaux. Voilà, ça joue là-dessus aussi sur le nombre de plus en plus élevé de passages, hommes, terrestres, voilà, ou sur la mer. Sur les bateaux, la question qui est à l'ordre du jour, en tout cas en Méditerranée particulièrement et à Monaco depuis longtemps, c'était la pollution de l'air par les bateaux. Et comme vous le savez, Monaco a été un des premiers à mettre une réglementation pour que les bateaux qui arrivent à Monaco aient des carburants qui sont très peu soufré, avec une concentration en soufre inférieure à 0,1%. Maintenant, beaucoup de côtes méditerranéennes ont adopté cette réglementation. Ça veut dire que les taux de soufre ont énormément baissé. Nous faisons des contrôles avec la direction des affaires maritimes sur les cuves aussi, des bateaux, sur tous les bateaux qui arrivent en principauté, en tout cas les bateaux de croisière. Ça permet d'avoir une garantie, puisque la pollution par les carburants, c'est celle qui va aller évidemment dans l'air. Il faut tout surveiller, bien sûr. On est un peu rassuré ce soir avec tous ces éléments de contrôle que vous donnez, Valérie Davenet. On sait que voilà, même les bateaux, c'est un mode de locomotion maintenant différent pour les faire arriver jusqu'à nous. Ça, c'est intéressant. Et on n'oublie pas plutôt toujours notre quête d'arriver à 0 déchet plastique un jour. On n'en est pas loin. On se bat encore et toujours, n'est-ce pas ? Oui, c'est une des grosses actions qui sont menées par le gouvernement. On a fixé cet objectif, évidemment pour réduire les gaz à effet de serre et aussi surtout pour éviter l'impact sur les eaux, puisque les plastiques, et maintenant tout le monde le sait, la mer Méditerranée, comme beaucoup de mers, est extrêmement polluée par les plastiques et les microplastiques, notamment tous ceux que nous ne voyons pas, mais qui sont ancrés dans la chaîne alimentaire. Donc, les plastiques à usage unique, surtout qui sont faciles à substituer, ne doivent plus aujourd'hui être dans nos consommations courantes. Si on a un message à faire passer, c'est celui-là. C'est un long combat en tout cas. La mer commence ici, n'oubliez jamais, vous les terriens qui nous regardez aujourd'hui, comme nous aujourd'hui, les pieds fixés au sol. Merci Valérie Davenet d'avoir pris du temps pour nous et de nous rappeler que tout est sous contrôle à Monaco, dans les airs, comme sur les flots pour l'instant. Merci à vous en tout cas. Merci, c'était un plaisir, merci beaucoup. Les sports, avec en cyclisme la suite du 80e Tour d'Espagne. 3e étape de la Vuelta aujourd'hui, toujours en Italie. Et après sa belle
15e place hier en altitude à Limone. Notre monégasque Victor Langelotti s'est classé 21e à Xérès dans le sillage des tout premiers. Étape remportée par le Français David Gaudu. Victor Langelotti pointe ce soir à la 18e position au classement général, à 16 secondes de Jonas Vingegaard, porteur lui du maillot rouge de leader. Demain, petit passage par la France, avant de rallier l'Espagne pour la suite d'une compétition qui prendra fin, et nous y serons d'ailleurs le dimanche 14 septembre à Madrid, jour de la passation de témoins avec Monaco, qui accueillera, après le Tour d'Italie en 1966, après le Tour de France en 2009, le grand départ cette fois du Tour d'Espagne, donc 2026, avec un contre-la-montre le premier jour qui se déroulera au cœur de la Principauté et le départ de la deuxième étape. Le prince Albert II, présent au départ samedi à Turin, comme il le sera à l'arrivée, a évoqué aux côtés de Frédéric Hélion ses 2 premiers grands rendez-vous monégasques à l'accent espagnol. Je vous donne rendez-vous tous le 25 octobre pour la conférence de presse qui annoncera le parcours du prologue. Et puis après, bien sûr, il y aura la présentation de la deuxième étape qui partira de Monaco et qui ira quelque part en France. Mais tout ça, ça sera dévoilé le 25 octobre, donc il faudra encore un petit peu de patience. Le grand départ de Monaco de la Vuelta dans 1 an maintenant. Le prince souverain qui a fait part ce matin via une dépêche officielle au roi d'Espagne de sa profonde émotion concernant les violents incendies qui ravagent plusieurs régions espagnoles, causant d'importants dégâts matériels et malheureusement humains. De même, il a adressé son soutien indéfectible en ce moment si difficile de la part de sa famille et des Monégasques au président de la République portugaise et exprimé solidarité et compassion aux familles endeuillées et tous les vœux de rétablissement aux blessés, comme pour l'Espagne où le prince n'a pas manqué de saluer non plus le courage et le dévouement des services de secours dans la lutte contre les flammes qui œuvrent sans relâche pour protéger les populations. Retour au sport et en basket, des nouvelles de nos représentants monégasques avant le début de l'Euro en Pologne en milieu de semaine. La France a régalé hier soir 92-77 face à la Grèce du coach à la double casquette Vassilis Spanoulis qui a pu croiser la route d'Elie Okobo et celle brièvement d'un de ses autres meneurs en principauté, Mathieu Strasel. Mathieu Strasel présent hier à Athènes mais qui ne sera point du voyage en Pologne, blessé à une cuisse depuis une semaine. Il a été remplacé par le Parisien Nadir Rifi. Les Français, vice-champions olympiques, débuteront l'Euro jeudi face à la Belgique à 17 h, la Grèce devant l'Italie le soir même à 20 h 30, tout comme la Pologne de l'arrière de la Roca Team, Jordan Lloyd, fraîchement naturalisé, qui disputera lui son premier match face à la Slovénie avec son équipe de Pologne qui avait terminé 4e, on s'en souvient, du dernier Euro. Le football et Monaco à Lille hier soir après un match très équilibré, l'essentiel de la rencontre a craqué malheureusement à 6 minutes de la fin face au retour en force en France du meilleur buteur de l'histoire des Bleus, Olivier Giroud. Formidable d'abnégation et de motivation. Il faudra donc vite se reprendre avant de se poser nombre de questions et ce sera dès dimanche prochain, 17 h 15 à la maison face à Strasbourg, 48 heures seulement, après avoir pris connaissance du calendrier européen à venir avec le tirage au sort de la Ligue des Champions qui aura lieu, notez-le bien, ce jeudi à 18 h à Monaco au Grimaldi Forum et à la veille également de la fermeture le 1er septembre du marché des transferts d'été. Et si vous êtes encore en vacances, pourquoi ne pas en profiter pour visiter le Stade Louis II et pas uniquement que pour respirer football, plutôt une belle activité omnisport à découvrir au cœur de l'été que vous présente Fabien Bonilla sur des images d'Alexandra Marangoni. La visite commence par la rue piétonne intérieure avec son exposition célébrant les 40 ans du stade. Un groupe de 30 personnes maximum suit un guide et c'est parti pour 45 minutes avec des explications en français et en anglais. Cette guide parle aussi italien et espagnol. Ces touristes viennent d'un peu partout de France et d'ailleurs, tous curieux de découvrir ce bâtiment emblématique qui a accueilli depuis 40 ans les plus grands rendez-vous sportifs internationaux. Pourquoi vous avez voulu faire la visite? Ce sont les fans de foot. Parce que je suis marseillais, on a le plus beau stade, on a fait la visite quand même à Marseille, donc on est venu là pour faire la visite. C'est un beau stade. Je l'ai fait contre le Barça en Champions League. C'est un beau stade, très beau stade. Quand on est fan de foot, on vient visiter les stades. Donc on a fait plusieurs villes, on a visité les stades, on s'est dit Monaco, on va venir le visiter. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est un beau stade, hein. Non plus qu'à aller sur le terrain un peu, courir et voir les joueurs, et c'est bon. Hein. Moi je trouve ça impressionnant, tout ce qu'il y a dans un même stade en fait. Toutes les piscines, même un stade, je sais pas comment on dit, d'escrime. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc franchement, je trouve que c'est hyper grand. On dirait pas de l'extérieur, mais c'est vraiment très très grand.
Le clou du spectacle, ou plutôt de la visite, est le vestiaire des joueurs de foot, ainsi que la visite de très près de la pelouse tout en foulant la piste d'athlétisme. Pour la direction du stade, le but est aussi de montrer d'autres aspects de ce lieu mythique. L'objectif, en fait, c'est de montrer le côté omnisport du stade, puisqu'en fait, on a beaucoup de personnes qui pensent que ce n'est qu'un stade de football. Donc, on montre la salle de boxe, on montre la salle d'armes, on montre le dojo, la salle Gaston Médecin, le centre nautique, ce qui permet en fait d'avoir une vision un peu plus omnisport du stade. Il faut compter 5,80 € par adulte. 5 visites sont organisées chaque jour, du lundi au vendredi, de 10h30 à 17h, d'avril à octobre, sans réservation. En 2024, près de 5600 personnes ont pu découvrir le Stade Louis II, des visites qui intéressent de plus en plus. À date, autrement dit de juillet 2024 à juillet 2025, il y a eu une progression de plus de 1000 visiteurs. La culture, amateurs d'art et de fleurs, cette exposition est faite pour vous. L'espace d'art, comité AIAP UNESCO, situé sur le quai Antoine Ier, accueille jusqu'au 28 août Symphonie florale, un ensemble de toiles colorées de l'artiste Anna Tsareff. Le reportage de Frédéric Elion avec Alexa Vial. C'est une ode à la nature, des toiles très colorées qui exaltent la beauté et la puissance des fleurs. À travers son exposition Symphonie florale, Anna Tsareff transmet sa passion et son amour pour les fleurs, une source d'inspiration infinie. C'est très important pour elle, effectivement. Elle a toujours grandi avec les fleurs. C'est son environnement. Quand elle ne voit pas ces fleurs, son monde disparaît, on peut dire. Nous avons sélectionné vraiment des toiles qui sont majestueuses, non seulement par la qualité des œuvres, mais également par la taille, car elles sont immenses, ces toiles. Et nous avons fait également dans le sens chronologique. On peut dire qu'il y a de 2015 jusqu'à 2022. 11 toiles sont à découvrir, des peintures à l'huile, à l'impasto, cette technique tout en relief où la peinture est appliquée en épaisseur sur la toile. L'exposition est à découvrir jusqu'au 28 août à l'espace d'art AIAP UNESCO sur le quai Antoine Ier. Le vernissage aura lieu mardi 26 à 18h30. Et puis chaque soir, cette semaine, coup de projecteur sur les expositions de l'été. Expositions vedettes avant leur fermeture. Ce soir, l'univers de Chanel au NMM, le nouveau musée national de Monaco. Gaëtan Lebrun vous amène découvrir, si ce n'est déjà fait, les années folles de Coco Chanel. L'exposition Coco Chanel, répartie en 3 étages, vous propose bien sûr les œuvres d'une visionnaire qui a révolutionné les codes de la mode à travers ses créations, mais pas que. Vous pourrez aussi retrouver Chloé Royer, célèbre sculptrice, qui, tout comme Gabrielle Chanel, libère le corps féminin grâce à des créations uniques. Je travaille beaucoup la représentation du corps féminin en sculpture, sur des questions aussi d'équilibre. C'est des sculptures qui sont perchées sur des talons aiguilles et qui deviennent en fait des béquilles. Mais voilà, on peut y interpréter plein de sortes de choses, mais à la base, c'est des mannequins, des jambes mannequins. Et au 2e étage, on a une vidéo qui s'appelle Lemb, qui est une danseuse qui se mouvoie devant un miroir déformant, et nous, on vient en fait prendre l'image dans ce miroir. Donc c'est juste pour moi comme une étude de corps, ou presque une étude d'une prochaine sculpture. Et ici, donc c'est une salle qui a été faite pour cette exposition. Donc il y a toujours en fait cette idée de plusieurs images qu'on peut mettre et du coup vraiment de la métamorphose en fait entre plusieurs significations, entre un corps et un objet ou un animal, enfin entre le vivant en général. Plusieurs salles à chaque étage lui sont consacrées au sein de cette exposition que vous pourrez découvrir du 19 juin au 5 octobre. Rassembler des amateurs d'art du monde entier dans sa galerie, ne serait-il pas le rêve de tout artiste? Eh bien, il se pourrait que rien ne soit plus simple aujourd'hui grâce au métaverse, un outil conçu et promu grâce au soutien de la principauté, incubateur incontournable pour les toutes nouvelles technologies. Yannick Debever vous en dit plus ce soir sur des images d'Alexa Vial. Le métaverse, c'est un mot qui intrigue aujourd'hui mais que l'on pourrait définir comme un monde virtuel personnalisable. Web3 Consult a vu le jour il y a 3 ans avec l'objectif de rendre l'art visible par tous, tout le temps et partout à travers le monde,
pourvu qu'il y ait une connexion Internet. Pour des artistes pas connus, c'est très bien parce qu'ils peuvent payer donc, une seule fois, ils payent une seule fois et ensuite l'espace est à eux à vie. Et donc c'est vraiment une plus-value énorme parce que parfois les artistes, quand ils démarrent, ils n'ont pas forcément le budget de pouvoir exposer. Donc là, ils ont leur propre univers. Donc oui, bien sûr, c'est ça le but de l'outil. Des centaines d'artistes utilisent cet outil, mais des restaurants également qui proposent une expérience complémentaire. Laurence Jenkel, artiste monégasque, a décidé, elle, de créer son univers parallèle dans lequel elle peut rencontrer ses clients et organiser des conférences autour de l'art. Son monde a été pensé pour être un saut dans son imaginaire au-delà de ces fameux bonbons. Pour moi, c'était une nouvelle vitrine pour montrer mon art, mais pas que mon art, pour peut-être faire intervenir aussi des personnes qui sont dans ce monde de l'art contemporain, donc que ce soit des curateurs, des galeries, des commissaires-priseurs, fondations, musées, d'autres artistes, pourquoi pas faire même d'autres expositions. 9 développeurs travaillent au quotidien pour alimenter les métaverses, mais ce sont les artistes qui les font vivre. Une nouvelle approche de l'art qui s'accorde avec les nouveaux marchés financiers. Les paiements de certaines œuvres peuvent se faire en crypto-monnaie. Et avant de découvrir votre météo pour les heures à venir en compagnie de Frédéric Elion, comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour consacrés aux visites guidées très prisées du Stade Louis II. Les photos sont signées Manuel Vitali. On se retrouve demain, 19 h, pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à toutes et à tous, encore de l'instabilité mardi avec un temps changeant tout au long de la journée. Le matin, le ciel sera chargé mais nous aurons de belles éclaircies, puis l'après-midi, le soleil disparaîtra et le temps sera bien nuageux. Les températures oscilleront entre 21 et 27 degrés. Pour les baigneurs, l'eau sera à 26. Mardi 26 août, vous pourrez souhaiter une bonne fête à toutes les Natacha. Ce sera aussi la journée mondiale du chien et nous en parlerons d'ailleurs dans notre JT demain soir. À très bientôt sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.